Salut tout le monde, vous regardez Pouce, l'émission de Click TV qui parle d'Internet et des réseaux sociaux. Au sommaire de ce numéro, Michou, c'est la nouvelle star de YouTube. À seulement 18 ans, il est devenu l'un des poids lourds de cet écosystème. Avec lui, on parlera ours en peluche, Fortnite et appareils dentaires. Mais avant cela, j'aimerais vous présenter deux jeunes femmes françaises. Elles sont suivies par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Et vous savez quoi? Elles portent le voile. On en parle dans un instant. Pouce, ça commence, générique. À mes côtés, donc, Randa, qu'on connaît notamment à travers la chaîne Hello Cocoon, mais pas que. Hello Cocoon, c'est aussi un blog et tu es présente sur tous les réseaux sociaux. Salut Randa. Bonjour. Je suis ravi de t'avoir avec nous. Bah, moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité. Tout aussi ravi de recevoir Anlia, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Anlia. Bonjour. Suivie par près de 90 000 personnes sur Instagram, je ne me trompe pas dans les chiffres? 80 000. 80 000. Ah mince, j'étais pas précis là-dessus. Tu es présente sur tous les réseaux sociaux. Présente sur tous les réseaux sociaux et en préparant l'émission. Moi, j'ai été scotché par la description de ton compte Twitter. Ouais. Donc c'est une phrase, je ne suis pas un voile. Oui. Est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu as voulu dire par là? Est-ce que tu as l'impression parfois qu'on ne te résume qu'à ton voile? Effectivement, et ce depuis que je le porte en fait, ça fait déjà 8 ans que je le porte. Et en fait, que ce soit de la part des personnes non musulmanes ou des personnes même musulmanes, j'ai l'impression que finalement je suis juste un porte-étendard du voile et que je ne suis que réduite à ça, alors que je suis une femme plurielle avec plein d'identités différentes et je trouve que c'est dommage de me résumer à ce choix-là en fait, bien que je l'assume. Moi j'ai un peu honte de moi parce que je vous ai invité en tant que influenceuse qui porte le voile. Donc, est-ce que Randa, tu te reconnais dans cette phrase? Je ne suis pas un voile. Oui, clairement. Après, je pense aussi qu'il faut relativiser. C'est vrai qu'on porte un voile. C'est un fait et ça se voit, c'est visible. Alors, je pense que l'enjeu, c'est de montrer que oui, on a ce voile-là, mais on est autre chose à côté et ça, c'est pas quelque chose qui nous définit à 100%. Évidemment, ça va nous définir à un moment donné, mais c'est pas la chose, on va dire, primordiale et qu'on a envie que les gens retiennent après une discussion, par exemple. Ah non, mais cette fille, c'est une voilée. Voilà, c'est ce qu'on entend le plus. Est-ce que vous avez l'impression qu'on a tendance, le discours médiatique a tendance à essentialiser les femmes voilées, ou même la société a tendance à essentialiser les femmes voilées? Oui, oui, complètement. D'ailleurs, avec le climat actuel qu'on connaît tous, on essaie de nous monter continuellement les uns contre les autres. Et c'est très facile, en fait, pour les médias de tomber dans cette stigmatisation, cet amalgame. Et parce que finalement, ça sert aussi, il ne faut pas se mentir, ça sert aussi leur projet, leur dessin. L'audimat, voilà, l'audimat est le roi. Donc c'est plus facile de faire passer la femme voilée comme un genre d'objet un petit peu non identifié. Et, ça fait vendre. Après, c'est très très regrettable parce que je pense que en règle générale, la femme musulmane, qu'elle soit voilée ou pas, elle a beaucoup plus de choses à offrir en termes de pensée, de contenu. C'est vraiment réducteur en fait de la catégoriser uniquement comme femme voilée. Et puis, si j'ai aussi un truc à rajouter, et c'est quelque chose que j'ai entendu dans la bouche de la journaliste Nadia Lazouni et de Rokhaya Diallo, c'est que souvent on a tendance à dire... Nadia Lazouni qui porte elle-même le voile. Oui, et Rokhaya Diallo, non. Mais qui, et Rokhaya Diallo, non, mais militante pro-choix. Voilà. Elle veut que les femmes soient libres de le porter ou non. C'est ça. Et elle disait justement dans un podcast que j'écoutais que... ce serait peut-être un peu réducteur d'utiliser le terme voilé, parce que c'est un mot passif, en fait. C'est comme si on nous avait posé un voile, quelqu'un d'extérieur avait posé un voile sur nous, et donc on est voilé. Et elle disait, c'est peut-être plus juste de dire une femme qui porte le voile, qui a décidé de porter le voile, ou un foulard aussi. Exactement. Je pense que c'est... moi, je suis une femme qui porte le voile, qui a décidé de porter le voile. Donc tu n'es pas une femme voilée, une femme qui porte le voile. Tu es active. Exactement. Voilà, dans ce choix. C'est exactement ça. Il faut passer la phrase l'expression à la forme active. Exactement. Moi, je voulais savoir, Anlia, est-ce que tu as le sentiment qu'à travers tes réseaux sociaux, ton ambition, ou en tout cas ton objectif, c'est de montrer que les femmes qui portent le voile donc, sont plurielles, bien plus complexes qu'on ne les décrit habituellement dans les médias?
Alors, un peu, mais en fait, je le formulerai un petit peu différemment parce que si je me mets dans une position de montrer, en fait, finalement, je le montre à qui? En fait, j'essaye de véhiculer cette idée à qui? Et en fait, cette question-là, je me le suis posée avant de me lancer vraiment complètement dedans parce que je me suis dit, en fait, l'objectif que je devrais avoir, ce n'est pas de montrer qu'on est des femmes plurielles parce que ce serait finalement de devoir me justifier, en fait, dans mon choix ou de devoir justifier mon humanité qui est normalement, qui devrait être acceptée et comprise, en fait. C'est plutôt pour celles déjà qui s'identifient à moi et qui ne portent pas forcément le voile, je veux en fait véhiculer justement l'idée pour elles qu'elles peuvent accéder à n'importe quelle place, si elles veulent accéder à une place qu'elles veulent, moi c'est la mode, mais n'importe quelle place, et qu'on peut exister et qu'on peut s'autoriser à exister dans n'importe quel espace qu'on n'a pas l'habitude d'appréhender, d'aborder, tout simplement. Ouais, et d'ailleurs, dans votre travail respectif, vous prenez bien soin de montrer qu'il n'y a pas que le voile, pas que l'islam. Sur ta chaîne YouTube, Randa, tu parles énormément de littérature. Randa, Hello Cocoon, sur YouTube, c'est ça. Bonjour à tous, c'est Randa, bienvenue sur Hello Cocoon. Aujourd'hui, on fait ensemble un petit récapitulatif de mes dernières acquisitions en matière de livres. Je vous montrerai pas tout dans cette vidéo parce qu'il y a pas mal d'ouvrages que je vous ai déjà présentés dans ma dernière vidéo sur les classiques que j'avais hâte de lire. Tout d'abord, je vais vous parler de ma lecture en cours, qui est donc L'Art de perdre, le dernier né d'Alice Zeniter. Si vous avez d'autres recommandations d'essais qui traitent du féminisme, n'hésitez pas à me laisser vos recommandations en commentaire. Alors dans cette vidéo, on apprend qu'une femme qui porte le hijab peut lire Alice Zeniter comme des milliers de lecteurs français. Et on a l'impression que c'est presque un acte militant pour toi de le dire, de l'affirmer, de le répéter, que ouais, je suis une lectrice comme les autres. Oui, mais c'est même, je ne sais pas si c'est tragique, mais en tout cas, c'est drôle, quoi, à minima, parce que c'est comme s'il fallait se justifier le fait d'être des êtres humains, finalement, d'être des gens qui ont d'autres passions. Oui, je suis musulmane, mais l'islam, c'est pas ma seule passion, entre guillemets. J'en ai d'autres. Je ne fais pas que prier H24. Non, il y a un temps pour tout, en fait. Et je pense que c'est important de montrer que les musulmans, 99,9% des musulmans en France, sont justement dans ce juste milieu. Et c'est important de le montrer, oui, parce que, encore une fois, à l'heure actuelle, c'est assez compliqué, en fait, pour les musulmans. Principalement les femmes, parce que malheureusement, c'est elles qui sont les plus touchées, les plus stigmatisées. Mais voilà, c'est vrai que c'est important de le montrer et de revendiquer cette normalité, finalement. C'est dommage de le dire et de devoir d'en être arrivé à ce point-là, mais oui, c'est important. C'est un combat aujourd'hui. En Léa, j'aimerais qu'on parle aussi de ta chaîne YouTube. Donc ta chaîne s'appelle Enlia Modeste. Tu fais ce qu'on appelle de la modest fashion. En tout cas, tu mets en avant la modest fashion. Est-ce que tu peux expliquer aux téléspectateurs ce qu'est la modest fashion? Alors, la modest fashion, elle ne se définit pas vraiment facilement, mais pour traduire littéralement en français, on dirait la mode pudique, même si j'aime pas trop le terme pudique parce que c'est une interprétation un peu différente en plus par rapport à chacun, mais voilà, c'est de la mode modeste. Moi, je trouve que le terme modeste englobe un peu plus de choses. Donc, modeste, on dirait plutôt que c'est une mode qui véhicule un petit peu cette idée de réappropriation de soi en tant que femme, mais pas forcément, mais en tant que femme surtout, et de montrer en fait des valeurs de modestie, d'humilité. Donc concrètement, ça se matérialise dans quel type de vêtements, quel type de tissu, quel type de... Alors en fait, concrètement, ça se matérialise pas dans un type. Typiquement, moi, j'aime les vêtements flashy. Ouais. Est-ce que je peux combiner vêtements flashy et modest fashion? Je pense que oui, parce qu'en fait, ça dépend vraiment beaucoup de la personne, comment elle s'approprie le terme modeste, en fait. Parce que la modest fashion ne concerne pas forcément que les musulmans, d'ailleurs. Non, ça oui, il faut le dire. Il y a aussi les juifs orthodoxes, exactement. Les mormones notamment, mais pas que. Exactement. D'ailleurs, ce sont les juifs, il me semble, qui ont lancé réellement le terme modest fashion. C'est un concept, on l'aurait compris, anglo-saxon. Exactement. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que ce sont une communauté de femmes juives new-yorkaises qui ont lancé. Exactement. Donc du coup, en fait, ça ne concerne pas que forcément les musulmans et les musulmanes, et ça ne concerne pas forcément que des croyants non plus. Donc en fait, finalement, on ne peut pas se référer que dans les valeurs religieuses pour définir qu'est-ce que la modestie ou pas. Donc si toi, tu veux porter des vêtements flashy, mais que tu considères que c'est couvrant, ou que ça véhicule. Donc c'est quoi concrètement? C'est ample, c'est long, c'est ça? C'est ample, long, mais finalement, moi, je trouve que c'est super difficile de le définir. Moi, je vais le définir en tant que ample, long, couvrant, parce que je vais me référer aux valeurs religieuses musulmanes.
pour définir la modestie. Mais d'autres personnes ne vont pas forcément se référer à ça. Il y en a qui montrent leurs chevilles, il y en a qui montrent leur avant-bras et elles sont chrétiennes et elles considèrent que c'est de la modestie. Donc je ne pourrais pas forcément le définir en termes de mesure. Mais c'est plutôt dans l'état d'esprit en fait, que ça véhicule plutôt la modestie, l'humilité, des valeurs voilà, qui sont liées un petit peu à ça. On l'a dit, c'est un concept anglo-saxon. D'ailleurs, il y a énormément d'influenceuses, j'aime pas trop ce terme, mais on va l'utiliser parce que c'est le plus simple à comprendre, d'influenceuses qui portent le voile en Angleterre et aux États-Unis notamment. Moi, je voulais vous montrer une vidéo de Lina Assad, une youtubeuse américaine. Sa vidéo où elle montre comment elle porte le hijab a fait 8 millions de vues. This one is also from Voile Chic. It is the Dusty Rose chiffon, and it just matches with everything. I love it so much. And I'll just take one short side and one really long side, and I'll just place it and frame my face. And I don't really usually like to show my underscarf, so I'll just place it around my face like that. And I'm gonna have to apologize because I'm using the viewfinder because I don't have a mirror set up yet, so I'm sorry if I'm not looking into your eyes. Il y a énormément, je le disais, d'influenceuses qui portent le voile en Grande-Bretagne, aux États-Unis. Je crois que d'ailleurs que toi, tu as décidé de te lancer sur Internet après un voyage en Angleterre, c'est ça? Exactement, ouais, c'est vrai. En voyant, en découvrant ces youtubeuses et ces instagrammeuses-là. Exactement, c'est que j'aimais beaucoup en fait ce qu'elle véhiculait comme idée en fait, que c'est moi qui l'ai interprétée cette idée toute seule, mais en fait je sentais qu'elles avaient confiance en elles et qu'elles arrivaient à conjuguer plein d'identités en même temps en tant que londonienne, en tant que musulmane, en tant que femme qui porte le voile, etc. Et j'adorais en fait cette image de confiance. Paradoxalement, en France, on a la plus grande communauté musulmane européenne et il y a très peu d'influenceuses qui portent le voile, très peu, quand on le compare aux influenceuses britanniques. Comment on peut l'expliquer, Randa? Je pense que c'est culturel. Qu'on le veuille ou non, on est française, on est pleinement française. Et c'est vrai qu'il y a une certaine culture pas de la honte, mais de la retenue finalement, surtout quand on est croyante, quand on est musulmane. Donc il y a à la fois cette envie de rester un petit peu en retrait parce qu'on a peut-être peur aussi. On a peur du jugement, à la fois du jugement de nos de compatriotes, des autres citoyens et de ce qu'ils pourraient penser de nous. Voilà, après, les critiques. Vous pensez qu'en France, on a du mal à concilier différentes identités? Oui. Oui. Oui, je pense. Oui et non, parce que moi, je pense que c'est la même chose pour Anlia. J'ai pas de mal à concilier les deux, mais aux yeux des gens, ce n'est pas conciliable. Aux yeux des gens, c'est une généralité, mais voilà, de beaucoup de personnes, et surtout des détracteurs de l'islam, c'est inconcevable. Voilà, tu peux pas, ou difficilement être musulmane et française, et si tu es voilée, c'est même pas la peine. Finalement, c'est un peu la croix et la bannière pour être considérée en fait comme une femme ayant plusieurs identités. Et il n'y en a pas forcément une que je vais valoriser par rapport à l'autre. Je suis pleinement les deux. Et je ne conçois pas en fait cette obligation à devoir absolument choisir. Et d'ailleurs, ça me revient là, c'est une anecdote qui a eu lieu pendant la manifestation du 8 novembre contre l'islamophobie. Manifestation contre l'islamophobie. C'est ça, il y a une autre influenceuse en fait, qui était présente et qui avait un béret et un voile. Et justement, elle avait une pancarte voile ou béret, pourquoi choisir? Et j'ai trouvé ça tellement fort et tellement significatif que c'est exactement ça en fait. On n'a pas à choisir. Et je pense aussi, pour en revenir à ta question, il y a cette peur aussi du jugement des autres, mais aussi le jugement aussi que la communauté musulmane peut avoir aussi sur nous. Et je pense que c'est ça aussi qui freine certaines femmes à se montrer un petit peu plus. Voilà. D'accord. Il y a un terme sur les réseaux sociaux qui est apparu il y a quelques années maintenant, et j'aimerais, Anlia, que tu le définisses. On a parlé, il y a maintenant quelques années, de hijabista. Ouais. Est-ce que tu pourrais me définir le terme hijabista? Je ne peux pas le définir parce que je ne le comprends pas forcément. En fait, c'est un terme, je pense, anglo-saxon. Ouais, c'est un mix, une contraction entre hijab et fashionista. Fashionista. Bon, sincèrement, moi, je n'aime pas forcément ce terme parce que je le trouve aussi réducteur. Et en plus, je le trouve peut-être légèrement ironique un peu, parce que la manière dont
on les définit après. Enfin, la phrase en fait qui va suivre, c'est pas forcément une phrase positive, mais pour la définir, je pense que ça parle justement des femmes qui portent le voile et qui proposent des contenus mode sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est ça. Ce que tu fais concrètement. C'est ce que je fais, ouais. Mais, je suis une hijabista. Mais t'as l'impression que c'est péjoratif. J'ai l'impression, parce que je trouve que c'est aussi réducteur en plus de prendre le terme hijab pour définir, en fait, ça fait un peu comme voilé, et en plus, avec le terme fashion, je trouve que ça fait un peu fourre-tout. Oui, en plus, ça limite le voile à un simple jeu stylistique. Ouais, alors qu'en réalité, le voile, c'est bien plus que ça. Pour certains, ça a une portée religieuse, politique, symbolique. On en a beaucoup parlé ces derniers temps. Et surtout, à travers le voile, on peut raconter 1001 histoires. Moi, j'ai vu notamment, Randa, récemment, que tu avais fait une vidéo autour de l'entrepreneuriat, parce que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et ça fait écho au quotidien de milliers de femmes qui portent le voile en France. Parce que malheureusement, elles n'ont pas de boulot, la plupart. Et donc, l'entrepreneuriat est la seule solution de gagner sa vie. Oui, pour certaines, ça devient vital, en fait. Parce que quand on a fait des études, quand on a fait de longues études, quand on a des licences, des masters, etc., et parfois même des doctorats, et qu'on a vraiment beaucoup de mal à trouver un emploi, malheureusement ou heureusement finalement, la seule solution c'est de se lancer soi-même son entreprise et son activité. Je pense que c'est le choix que font beaucoup de femmes actuellement. Après, ça dépend aussi des parcours. Je sais qu'il y a certaines femmes qui commencent par le salariat, avec toute l'obligation en fait, d'enlever son voile. Oui. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Ça a été mon cas pendant quelques années. Et c'est quelque chose qui blesse, en fait. Et je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça blesse, parce qu'on touche, en fait, à notre identité, à nos valeurs personnelles. On touche vraiment à notre essence, finalement. Quand on fait ça et quand on force la personne à renoncer, finalement, à une partie d'elle-même, c'est très insidieux, et puis surtout c'est contre-productif, parce qu'un employé vraiment productif qui aura vraiment à cœur de porter les valeurs d'une entreprise, c'est une employée qui se sent véritablement épanouie dans toute son identité. Donc je pense que c'est très regrettable et dommageable que les choses n'évoluent pas en fait un petit peu plus en matière d'entrepreneuriat. Et dans le cadre de vos activités sur YouTube, sur Instagram, est-ce que, par moment, le voile pose problème à certaines marques? Est-ce qu'il y a des marques qui ne veulent pas travailler avec vous? Probablement, en fait. Après, je n'ai pas le nom exact des marques, mais c'est probable et même sûr. D'ailleurs, Asma Fares en avait parlé, de boycott. Une autre influenceuse française. Exactement. Donc, je pense qu'en fait, il y a beaucoup de marques qui ne font pas ce choix parce qu'elles ont l'impression qu'elles vont s'associer à une image qui n'est pas compatible avec les valeurs qu'elles promeuvent, alors que ce n'est pas forcément vrai. Non, c'est carrément pas vrai, en fait, tout simplement. Et que finalement, en fait, elles font le jeu de l'essentialisation, parce qu'elles nous réduisent finalement à un voile, alors qu'on est bien plus que ça, et que notre communauté qui nous suit est bien plus que ça aussi, parce qu'il n'y a pas, déjà d'une, il n'y a pas que des femmes qui portent le voile, mais il y a d'autres femmes. Elles sont aussi des femmes. Ça, il faut le dire, parce que pour le coup, typiquement dans ta communauté, est-ce que tu sais s'il y a des femmes non musulmanes, oui, clairement. Des hommes, des musulmans, des non musulmans, il y en a? Oui, il y en a, et il y en a pas mal qui m'ont déjà abordé et qui m'ont félicité entre guillemets par rapport à ce que je fais, et qui ne sont pas musulmans et qui voilà, mais qui aiment en fait ce que je propose tout simplement. Et donc du coup, les marques, elles passent à côté de ça, et même je trouve ça dommage, parce qu'il y a beaucoup aussi de femmes musulmanes qui consomment leurs produits, et de ne pas vouloir s'associer à mon image parce que je porte le voile, en fait, elles passent à côté, si on part vraiment business, elles passent à côté d'un marché aussi, en fait. Et je trouve ça vraiment regrettable de leur part de faire ce choix-là, surtout que souvent, pour résumer, en fait, on dit que les marques, elles sont plutôt inclusives en ce moment et qu'elles veulent promouvoir vraiment une idée de femmes plurielles. De femmes plurielles, mais finalement, elles sont excluantes. Donc, voilà. Et alors, pour le coup, moi, il y a un truc qui m'intéresse énormément dans ce que tu me dis, c'est qu'il n'y a pas que des femmes qui portent le voile dans ma communauté, il n'y a pas que des musulmanes dans ma communauté YouTube. C'est drôle parce que YouTube et tous les réseaux sociaux, d'ailleurs, travaillent sur des algorithmes. On est parfois enfermé dans des bulles de filtre. Quand tu aimes la boxe et la gastronomie italienne, tu vas avoir que des contenus concernant la boxe et la gastronomie italienne. Et en l'occurrence, quand on regarde des vidéos où il y a des thématiques
autour du voile notamment, parce que je sais que vous en avez beaucoup parlé sur vos chaînes YouTube respectives. Est-ce que vous n'avez pas que des gens qui s'intéressent à ces questions-là précisément? Alors, je n'ai pas les pourcentages exacts, mais moi, je pense que ça doit être autour des 40% de la communauté, on va dire, musulmane, et le reste, c'est vraiment toutes sortes de profils différents. Ah d'accord, donc la communauté musulmane est une minorité au sein de ta communauté? Depuis que je suis plus sur la littérature, oui. Parce que, je ne pourrais pas vraiment l'expliquer, mais c'est vrai que actuellement, c'est le cas. Après, je ne dis pas qu'au début de ma chaîne, c'était un petit peu différent. Mais j'ai toujours eu beaucoup de profils différents, divers profils. Alors, j'ai des personnes athées, j'ai des personnes chrétiennes qui me suivent, j'ai des personnes, je ne sais pas si j'ai des personnes juives, mais peut-être que j'en ai. En tout cas, c'est vraiment divers et il y a des femmes, des hommes. Et je trouve que c'est encore plus beau parce que ça montre à quel point le vivre ensemble est clairement possible. Et moi, je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent « mais c'est génial ce que tu fais, je ne savais pas en fait que dans la communauté musulmane, on pouvait parler de choses qui changeaient un petit peu. » Voilà. Parce que bon, je parle de littérature, mais après je parle aussi d'autres choses. Ça m'est arrivé de parler de cosmétiques, de mode. Et même en parlant de cosmétiques et de mode, j'avais beaucoup de... Donc pour certains de tes abonnés, il y avait une vraie surprise à devoir aborder ce genre de sujet? Ouais, je ne sais pas après si c'est aussi triste ou tragique, mais c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, on en vient à se justifier d'être normal finalement. Comme ma voisine Juliette ou comme mon voisin Cédric ou Mamadou, ouais, j'aime bien la littérature, j'aime bien, je sais pas moi, le cinéma, et j'ai envie d'en parler. Voilà. Et je pense que c'est hyper important en fait de se montrer, de montrer cette facette de nos identités, et pour montrer que c'est pas une honte, c'est ni une honte, ni une tare, ni quelque chose d'extravagant, c'est juste la réalité en fait. J'aimerais parler encore un petit peu des commentaires que vous recevez sur YouTube, parce que moi, bon après c'est peut-être un instinct un peu crade en moi, mais j'étais persuadé que j'allais trouver tout un tas de commentaires de fachos, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une part de modération chez vous, mais en l'IA, pour le coup, tu reçois quel type de commentaires dans toutes tes vidéos? Alors moi, j'ai une petite communauté, donc je suis encore un peu protégée par rapport aux haters, etc. Parce qu'on sait que plus tu grandis en communauté, plus tu attires des haters. Mais voilà, à mon échelle, moi, j'attire deux types de commentaires et ça dépend des sujets. Quand c'est des sujets que j'aborde souvent, que ce soit au niveau de la mode, lifestyle, etc., j'avoue que les commentaires, globalement, le 3/4 sont très positifs. Après, il y a une minorité de commentaires de la communauté musulmane qui vont se plaindre ou vont, en tout cas... ils vont critiquer la manière dont je m'habille. Alors, pour le coup, je trouve ça hyper intéressant parce que tu en as parlé dans une de tes vidéos. On regarde un extrait. OK. C'est un phénomène qui touche énormément de femmes qui ont décidé de porter le voile, qui est de se sentir pressionnée par sa propre communauté par rapport à la façon dont on le porte. Parce que souvent, on nous fait des injonctions sur la manière dont on porte le voile en nous disant « Ouais, non, mais si tu portes de cette façon, c'est même pas la peine, enlève-le, tu salis le voile, vas-y, de toute façon, toi, t'es une hijabeuse, t'es une voilée 2.0, t'es une voilée des réseaux, une hypocrite, tu salis le voile, tu salis les autres sœurs, tu salis l'islam, vas-y, avec ton maquillage, ça sert à rien du tout, enlève-le et tout, machin, tu fais honte et tout, nanana. » Ce qui sont des propos hyper forts et hyper humiliants et rabaissants et méprisants par rapport à notre choix. Et là, je parle pour toutes celles qui le portent et quelle que soit, en fait, l'étape où elles en sont, la manière dont elles le portent. Ce n'est pas normal en fait que parmi la communauté on soit autant intransigeant, mais surtout autant dur en fait et rigide par rapport à notre façon de porter le voile et par rapport à nos manquements, à nos failles, à nos péchés, etc. Randa, je t'ai vu sourire pendant la vidéo. Tu vis la même chose? C'est pas aussi violent. C'est pour ça que je disais à Alia, mais c'est horrible. C'est vrai que je pense que, comme Alia, j'ai une petite communauté, enfin, j'ai une plus petite communauté, mais je me sens aussi assez préservée par rapport aux commentaires que je reçois. Je pense que
99, 98, 99%, ce sont des commentaires positifs ou même, on va dire, constructifs. Et j'ai 1 ou 2% de commentaires un peu haineux, mais clairement, ce n'est pas autant virulent et autant violent. Après, bon, on en reçoit, en fait. Il y a 2 types, je pense, de commentaires. Pareil, il y a les commentaires racistes, clairement racistes, xénophobes, et il y a les commentaires un petit peu qui portent, on va dire, des jugements de valeur. C'est le moins qu'on puisse dire sur notre façon de nous comporter, de nous habiller, etc. Mais concrètement, on te reproche quoi? Là, tu t'en parles dans les vidéos. On te reproche ta manière de te voiler? Oui, que ce soit au niveau du maquillage, que ce soit le fait qu'on voit mes cheveux quelquefois, que ce soit la manière dont je m'habille parce que c'est pas assez couvrant, etc. Et en fait, cette vidéo-là, je l'ai fait surtout en tant que porte-parole de celles aussi qui sont concernées par ces insultes et ces humiliations. Dans la vie réelle? Dans la vie réelle ou même sur les réseaux sociaux, parce que notamment les réseaux sociaux, il y a beaucoup de femmes aussi qui libèrent leur parole et qui parlent tout simplement, par exemple sur Twitter, etc., et qui portent le voile. Et souvent, elles se font aussi insulter, rabaisser, alors que deux fois, leurs propos n'ont aucun rapport avec le voile en plus. Donc, mais certains, au sein de la communauté musulmane, et même d'ailleurs en dehors de la communauté musulmane, pensent que le voile est une cape d'invisibilité qui vous fait disparaître totalement de la société et vous devriez disparaître. Exactement. Non, mais à en croire certains, c'est dès lors où tu as envie de porter le voile et tu portes le voile, il faut être silencieuse, il faut être invisible, silencieuse et rester. Il ne faut pas se montrer sur les réseaux sociaux. Et voilà, il ne faut pas être active dans la société, tu ne fais pas partie de la société tout simplement. Même les femmes qui font le choix de travailler, deux fois elles sont... même quand il y a des cas de discrimination qui sont portés sur Twitter de femmes qui ont été discriminées par rapport au travail, il y en a certains qui vont dire non mais de toute façon elle n'avait pas travaillé. Donc tu fais ouais. Ok. Donc après c'est une minorité de la communauté qui réagit comme ça, mais elle est assez bruyante deux fois. Et il faut en parler aussi parce que deux fois nous on est entre les deux pressions, entre la pression communautaire et la pression aussi de la part des islamophobes. Et on a l'impression que voilà, si on en parle de cette pression communautaire, on dessert aussi notre communauté parce que on a l'impression que voilà, l'islamophobes ils vont sauter sur l'occasion pour dire que c'est vrai, vous êtes soumise, etc. Il y a une pression de certains hommes, de certaines femmes. Mais c'est une réalité, en fait. Il faut le dire que, en tant que femme, on est pressionné des deux côtés. Mais qu'il y a une grande majorité de la communauté aussi qui est hyper conciliante et hyper positive aussi et bienveillante. Et c'est pour ça qu'en fait, les 3/4 ou même la quasi-totalité de nos commentaires sont positifs. Est-ce que vous comprenez les commentaires qui s'interrogent, ou en tout cas qui ne comprennent pas ce choix, cette volonté de porter le voile? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai envie de dire c'est même tout à fait normal. Tu as juste à allumer ta télé pour avoir peur d'une femme voilée. Tu as juste à allumer ta radio pour te demander si ton voisin qui est barbu, il n'a pas quelque chose un petit peu louche à cacher. Donc oui, c'est normal que certaines personnes aient peur et qu'elles ne comprennent pas. Après, ce n'est pas normal qu'elles en viennent à détester une personne et à la traîner dans la boue juste parce qu'elle a décidé de porter un voile. Mais il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas que dans une société libre, en France, on fasse le choix de porter le voile. Et face à ces commentaires-là, vous réagissez comment? Parce que je pense qu'il y a tout un tas de commentaires de femmes qui vous suivent respectivement parce qu'elles aiment vos contenus et qui se demandent tout d'un coup à quel moment elles ont fait ce choix. Moi, je pense que c'est le problème en fait de l'uniformité versus l'unité. Voilà. C'est en tant que citoyen français, en tant que Français, Française, on a ce besoin d'unité, on a ce devoir d'unité. Mais on n'a pas à être la copie conforme de son voisin. Et je pense qu'on a tous besoin de comprendre que la diversité, c'est pas une tare, c'est une richesse. Et si ma voisine, elle s'habille différemment de moi, c'est pas parce qu'elle manque de respect aux valeurs françaises, aux valeurs républicaines, c'est parce qu'en fait elle a envie d'être elle-même, pleinement elle-même, et je sais pas du tout ma place de lui dire comment est-ce qu'elle a à se comporter ou comment elle doit se vêtir. Ça reste son choix, ça reste ses décisions, et en fait je dois juste les respecter. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner, c'est que j'ai pas à être d'accord ou pas d'accord avec les décisions d'une personne. J'ai juste à la respecter. J'ai à la respecter, à la considérer comme une personne qui appartient à mon pays, qui appartient à ma communauté. Qui a droit à la dignité, tout simplement. Oui, c'est un être humain, en fait. Ouais, tout simplement. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de cette partie.
en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux, vous portez bien plus que le voile, vous portez le poids de la représentativité des autres femmes qui font ce choix, parce qu'à part sur Internet, elles n'existent pas, on ne les voit pas. Dans la fiction française, il n'y a quasiment aucune femme voilée. À la télévision, je vais reprendre le chiffre de Libération. En octobre dernier, au plus fort de la polémique sur les accompagnatrices voilées, Libé avait recensé 286 interventions sur le thème du voile en une semaine. Aucune femme qui porte le voile sur le plateau. À la radio, on pourrait faire le même procès. Il n'y en a pas. Finalement, Internet, c'est le seul espace où l'on vous voit. Donc ce poids, il est lourd à porter parce que à vous deux, vous portez tout le poids de la représentativité des femmes qui font le même choix que vous. Alors moi, je vais nuancer un petit peu le propos. En fait, ça dépend de... en fait, finalement, quand on dit tu portes le poids de la représentation, c'est pas sur toi que je dis ça, mais en fait, c'est toi qui me la donne. En fait, c'est toi qui me donne ce poids-là, cette charge-là. Mais moi, j'ai pas forcément envie de l'accepter parce que, en fait, finalement, moi, dans ma démarche, c'est pas de représenter les femmes qui portent le voile, parce que finalement, ce serait être contre mon idée principale, qui est de dire qu'on est des femmes plurielles et qu'on a des identités différentes. Donc, je pourrais jamais les représenter pleinement, puisqu'on est toutes différentes. Mais moi, inconsciemment, tes abonnés qui font ce choix-là, elles voient pour la première fois dans un écran quelqu'un qui a fait le même choix. Oui, bien sûr. En termes de représentation, il peut y avoir si elles s'identifient à moi. Tout simplement, si elles s'identifient à moi, si elles-mêmes elles font le choix de s'identifier à moi et qu'elles voient que dans mon parcours, mes expériences ou dans ma personnalité, elles se retrouvent, là, elles se diront, en Lia, elle me représente parce que c'est une personne qui me ressemble. Mais si une femme qui porte le voile voit en moi en fait, des choses qui sont pas en lien ou alignées à ses propres valeurs ou à son mode de vie, elle ne se sentira pas représentée. Et c'est tout à fait OK, en fait, de mon côté, parce que finalement, moi, ce n'est pas ce que je recherche, puisqu'elle ne peut que se représenter elle-même en soi. Après, celles qui veulent s'identifier à moi, tant mieux si je peux être une représentation d'une certaine façon, quoi. Merci à toutes les deux d'avoir été les invités de Pouce sur Click TV. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux respectifs, Randa de Hello Cocoon et en Lia, tu as plusieurs noms de compte, en Lia Modeste Fashion, etc. Mais on va te retrouver assez facilement sur les réseaux. Merci à toutes les deux. Merci. Pouce continue. On va recevoir dans un instant le youtubeur Michou. Restez avec nous.